T'as beau être le guerrier que tu voudras. Tu tournes la page, mais en vieillissant, la page revient. Elle revient. J'espère sortir toute cette merde, puis m'en libérer. Des fois, la nuit, je me réveille en plein combat. L'homme que vous allez découvrir dans un instant est de ceux qu'on n'oublie pas. C'est Jean-Charles Bertrand Forbes, lieutenant-colonel de son État, mieux connu sous le nom de Charlie. Charlie n'a rien pour inspirer l'ennui. C'est un artiste dans l'âme et un guerrier, et pas n'importe lequel. Un militaire qui s'est mérité le plus grand nombre de médailles au pays. En Hollande, la reine Wilhelmine lui a décerné la croix de chevalier militaire, qui est la plus haute distinction qui soit. Charlie, là-bas, est considéré comme un héros national. Mais, comme nul n'est prophète en son pays, chez nous, cet homme est resté pratiquement méconnu. Charlie est né en Gaspésie, à Matane, d'une mère aimante et forte qui était institutrice et pianiste, et d'un père propriétaire d'une scierie. D'un côté, une inépuisable tendresse, et de l'autre, l'ordre et la discipline. Ces qualités ont fait de Charlie un homme entier, tendre, viril, jovial, guerrier dans l'âme, un peu délinquant et joueur de tours. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Charlie a 13 ans. À la maison, le garçon s'ennuie un peu. Sa tante Annette a laissé son tricot sur la table. Pendant qu'elle a le dos tourné, Charlie prend la laine et les aiguilles et va les déposer sur une chaise. Sa tante revient et s'assoit dessus. C'était prévisible, elle se blesse avec les aiguilles à tricoter. Alors bien sûr, c'est le drame. La mère de Charlie accourt, et là, le petit farceur sait parfaitement ce qu'il attend. C'est-à-dire une bonne fessée avec la strap. J'enlevais mes bricoles, et puis je baissais mes pantalons, je m'exposais les fesses, puis à un moment, aller chercher la strap après le mur, quelque part dans la cuisine. Puis tout à coup, il y a eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, maman, qu'est-ce que t'attends? Elle m'a regardé, puis elle m'a pris dans ses bras. Puis elle s'est mise à pleurer, puis me dire, pourquoi me fais-tu tant de peine, moi qui t'aime tant? C'est le message. Elle était passée. C'était fini. Jamais plus après. Pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas expliquer pourquoi, un jour de Noël, je demandais toujours à ma mère des soldats de plomb, des canons. Je les déployais sur la table de la cuisine, je les mettais en formation, je m'amusais. Je suis né en 1921, bien sûr, qu'il y avait de la parenté qui avait servi durant la guerre de 14-18, qui venaient raconter leurs histoires de guerre. Pieusement, je m'installais sur un banc dans le bureau de mon père et je les écoutais. J'étais fasciné. Il y avait une lithogravure dans le bureau de mon père qui était un ange qui déposait une couronne sur la tête d'un soldat mort sur le champ de bataille, mort avec son fusil sur son ventre. Et puis, ma mère me demandait « Pourquoi tu sembles attiré par ce moment? Regarde comme c'est noble, cet ange qui dépose une couronne sur la terre du soldat. » Et on dirait que tout ça, ça a marqué ma vie. En 1940, c'est l'année que je m'en vais au collège militaire. Tout le monde pleurait quand un message est rentré. Je m'enrôle. Mon père dit, c'est bien beau être soldat, là, mon vieux, puis rêver en couleur dans la carrière du militaire, puis tout ça, mais il y a la guerre, mon vieux. Faut-tu en sortir, mon vieux?
Et là, tout le monde pleurnichait à table, la tante Irma, Annette, tout le monde, bon. Et que ma mère s'est levée, Berthe, là, puis 30 femmes, elle a dit, écoutez, elle a arrêté de pleurnicher. Hitler a dansé sous l'Arc de Triomphe à Paris. La France s'est écrasée, l'Angleterre s'est repliée, il ne reste plus personne. Je veux pas voir cette merde-là ici, moi. J'ai un soldat, j'ai un fils qui veut aller à la guerre. C'est son désir. Il veut faire un soldat, il va faire un soldat. Et je vais l'appuyer. Puis elle m'a jamais laissé tomber. Alors, c'était de l'or en bord, hein? Non, non, les choses t'oublient pas. Quand mon entrée au collège militaire est arrivée, elle a décidé d'envoyer son fils à Kingston. Elle était fière. Alors, elle m'a acheté un Royal Seston de cette largeur-là. Elle m'a acheté un gabardine. Elle m'a acheté un satchel en peau de cochon. Et j'avais un tweed écossais dans à la taille du corps. Et je suis arrivé en prince là-bas. Le sergent-major Hertzberg, je me souviendrai toujours, il dit, il est beau, votre chapeau. Il prend les deux bords, puis il me le descend jusqu'en dessous du nez. Il dit, you are joining, but you are a frog. Je beg your pardon. My name is Forbes, not Frog. La devise du collège militaire, c'est Truth, Duty, Valor. La vérité, le devoir et la valeur. Et la discipline outrée. Il fallait marcher, yes, right, left, right, left, right, left. C'est, où vas-tu? Viens ici, va-t'en, va-t'en. À peine ne m'appelle pas monsieur. C'est ça. Le soir, si t'avais du poil sur le ventre, on allumait une chandelle, puis on le brûlait. Écoutez, c'est des choses que je n'avais pas connues chez les frères du Sacré-Cœur. Comprenez-vous? On était 4 Canadiens français dans ma classe. Nous étions 104 cadets, donc 4 Canadiens français. Alors, septembre, on se ramasse, on s'enrôle. Et on arrive dans les forces actives. Right, right, right. Charles, quand j'allais aux messes, on prenait le drink, il disait « Chante-nous, j'ai du peur ». Mais c'est quoi, j'ai du peur? Ben c'est que la chanson commençait « J'ai dû partir, c'est la guerre, te quitter brusquement, quelque part en Angleterre. À toi je pense souvent, j'ai sur ma table rustique ton doux visage adoré, j'ai dans mon cœur nostalgique le dernier de tes baisers. Et ma pensée comme une ombre traverse les océans, je voudrais tout au monde t'avoir un seul instant. J'ai dû partir. Elle était très belle, très jolie, toute petite. Elle s'appelait Claire Laberge. Je suis tombé en amour. On nous correspondait ensemble. Moi, j'avais 22 ans et elle en avait 18. Alors, on a exprimé ensemble, nous avons été d'accord pour se marier. Maman m'a dit, Charles, écoute, audacieux pas mal. Vous ne vous êtes même pas fréquentés. Vous êtes en amour, ça fait pas de sens. Mais ça fait du sens, vous vous aimez. Fiancez-vous et promettez-vous l'un à l'autre. Et si tu reviens à Marie-là, j'ai trouvé que c'était une bonne solution.
On était sur le train de Montréal en direction d'Halifax. Et le matin, le train s'arrête vers 6 heures. C'est un train de troupe. Le train s'arrête pour une dizaine de minutes, 15 minutes, 20 minutes, je ne sais pas. J'ai enlevé le givre sur la fenêtre et c'était marqué Montjoly. Je vois une femme debout. J'ai dit, ma mère est là, c'est ma mère. Je la vois avec ses lorgnons, son manteau de fourrure, son colère levé. Je dis, c'est ma mère, je suis pas fou. Alors la garde, la sentinelle m'arrête, me dit, monsieur, personne débarque du train. J'ai dit, est-ce que tu pourrais ouvrir la porte pour lui crier au moins? Il dit, débarquez pas, ouvrez la porte du train. Alors j'ouvre la porte du train, puis je crie maman. Et elle me dit, je dis, maman, pour l'amour du ciel, qui t'a dit que je passais ici ce matin? Je te conterai ça. On s'est embrassés. Et je suis parti. Nous savions, sans savoir la date, mais nous savions, selon les comportements des forces armées à ce moment-là en Angleterre, qu'il se passait quelque chose. Le 6 juin au matin, je me lève et puis j'entends la radio du côté du réseau français de la BBC que les Alliés viennent de débarquer en Normandie. Ont effectué un débarquement sur la côte de Normandie et sont déjà... Alors c'était un cri de joie, c'était pour nous une émotion telle. Je suis sorti dehors, j'ai entendu des avions passer, repasser, passer, repasser. Toute la nuit, j'ai entendu ça, je dormais à peine. Et là, je regarde dans le ciel, je vois les avions qui reviennent des bombardements en Normandie. Il y a des bombardiers qui ont des ailes à moitié arrachées, il y a des chasseurs qui reviennent, le ciel est couvert, c'est l'enfer. Alors, ça, pour nous, c'est le moment. C'est le moment. C'est là. Parce que ça faisait des années qu'on attendait puis qu'on se préparait. On répétait la même chose tous les jours. Donc, c'était maintenant clair et précis. La Normandie. Ma première peur a été l'appréhension. Comment vais-je réagir, moi? Sous le feu? Je vais partir à courir quand ça va tomber. Je sais pas. Je n'ai jamais été sous le feu. Alors, nous faisons partie de la deuxième phase de l'opération de Normandie, ce qu'on appelait en anglais le breakthrough, la percée vers falaise. J'étais dans la compagnie qui était commandée par Léon Brosseau. Nous traversons la rivière Orme. Il y avait effectivement une centaine d'hommes. On s'avance derrière un barrage d'artillerie, ce qui était traditionnel. Le barrage tombe sur le boulevard Léoté. Nous avançons graduellement. Et là, le major Brosseau réunit ses soldats à peu près 15 minutes, 20 minutes avant l'attaque. Alors, il sort la carte. Et il y a des termes militaires pour désigner l'endroit où le barrage part et l'endroit où l'infanterie part. L'infanterie doit avancer derrière le barrage. Alors, le major est complètement fourré et il met le start line en plein milieu du barrage. Je dis au commandant de compagnie, « Major, vous faites erreur. Si vous partez de là, vous tombez dans notre propre barrage d'artillerie. » Il m'a dit, « As-tu peur? » J'ai dit, « Oui. » Ben, il dit, « Tu prendras le peloton de réserve en arrière. » « Aïe, aïe, sir. » J'ai ramassé mes hommes, j'ai crissé mon camp en arrière avec. Puis ils sont entrés dans le barrage. Léon Brosseau, commandant de compagnie du régiment de Maisonneuve, compagnie D, va mourir là. 120 hommes sont pris dans le barrage. Il va rester 42 hommes de compagnie.
Nous étions en uniforme, point. Bon cœur, bon bras, pas de tête. Mon baptême de feu a été horrible, parce que quand je suis arrivé à Saint-André-sur-Orme, finalement, en position défensive, dans un verger, dans le Saint-André, tout près de Caen, je suis tombé dans un barrage d'artillerie de mortiers allemands d'une précision remarquable. J'ai un gars de blessé à côté de moi, il a la jambe arrachée, tu sais, il s'empisse partout à grandeur. Et tout à coup, je réalise que je suis cool. Mais je ne savais pas. Je pensais prendre le feu aux ordures, partir à courir. Mais non, je reste cool, puis je fais ce que j'ai à faire. Et je prends le contrôle de la situation, je place mes hommes dans les trous, dans les fossés, dans les tranchées, en dessous du verger, à côté de Saint-André. Et je vois le village de Saint-André, j'ai à peu près une butte de 50 mètres à descendre. Je vais aller visiter le village. J'arrive devant un cadavre allemand sur la rue. Pour la première fois que je vois un Allemand. Il est mort. Il est couché sur le côté contre le mur. Je sais pas pourquoi cette réaction-là. C'est pas moi. Je mets le pied dessus. Je t'aime pas. Il tourne sur le côté. Il était gonflé à bloc. Hein? Ça faisait 3 jours, 4 jours. Il puait. Sa ceinture était strappée au bout. Puis je vois un beau pistolet allemand, un Luger. Oui, 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 oui. J'ai pris Luger, puis je l'ai rapporté pour montrer à mes hommes. Vous avez trouvé ça, lieutenant? En bas. En bas, il y a des morts en bas. Et à un moment donné, tu mets ça ensemble, tu sais, puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, pour tous les soldats, c'est ça. Il y a à peu près 3 jours terribles d'adaptation. Et tout à coup, la guerre devient une symphonie. Je suis arrivé face à face avec 2 Allemands. J'avais ma carabine sur l'épaule. Automatiquement, j'ai épaulé, j'ai tiré, j'ai abattu le premier. J'ai tiré, vidé mon magasin sur le dernier qui courait pour s'en aller. Je suis allé auprès du cadavre. Je l'ai regardé. Je l'avais frappé en plein cœur. Le sang coulait en dessous, son corps. Et j'ai eu de la peine parce qu'ils ne possédaient pas d'armes. Ils étaient désarmés. Je suis allé un peu plus loin le long d'un mur et j'ai vu les 2 fusils le long du mur. L'humain à l'intérieur de l'homme ne disparaît pas parce qu'il se met à hurler sur le champ de bataille. C'est là, c'est dans ton cœur. Je m'étais rentré avec mes hommes dans une maison pour m'abriter d'artillerie qui tombait très près de nous et pour pas être frappé. Puis en arrivant dans la maison, il y avait un piano qui était écrasé à terre. Puis en dessous du piano, il y avait une boîte de violon. Lorsque j'ai vu la boîte de violon, j'ai sauté dessus, puis j'ai ouvert la boîte de violon, puis toutes les cordes étaient accordées. J'ai pris le violon, j'ai commencé à jouer une mélodie. Un jour, un soldat me demandait « Qu'est-ce qu'on fait ici, bon Dieu? » Ce qu'on fait ici, tu vois la merde ici, tu vois la destruction, tu vois les femmes, les enfants, les vieillards qui cherchent leur maison. Je veux pas voir ça chez moi, dans mon village. Les hommes, c'était des gars sacrés, parce que je savais que je ne pouvais pas gagner la guerre seul. Alors, il fallait que j'aie leur confiance. Et chaque homme sur le champ de bataille examine son chef. Ils vont suivre, ils vont marcher.
s'ils l'ont accepté. Je me souviens un soir en patrouille, mon caporal s'approche de moi et dit « Lieutenant, ça n'a pas l'air à savoir ce que vous allez. » J'ai dit « Non, j'ai perdu mon compas. » Je cherche la route de retour. On avait traversé un bois en Normandie. Il dit « C'est par là. » J'ai dit « Moi, je pense que c'est par là. » Alors, c'était deux directions opposées. L'une, c'était l'ennemi. L'autre, c'était nos lignes à nous. On commence à... Puis on a 10 hommes, là. Il y a 10 autres soldats qui écoutent, les autres, là, ils entendent tout ça. On se parle à voix basse la nuit. Hein? C'est pas par là, c'est par là. Je vous dis, capitaine, lieutenant, c'est pas par là, c'est par là, je vous dis. Je vous dis, je suis sûr de mon affaire. On est mêlés tous les deux. Je lève les yeux vers le ciel, puis je dis, sors-moi d'ici, calice. C'était ça, ma prière. Tout à coup, un bombardement d'artillerie formidable. Je ne sais pas, là. Caporal me dit, vous êtes terrible. Le jour de Noël, c'était sacré chez nous, à la maison. Maman demandait toujours « Qu'est-ce que vous voulez avoir comme jouet pour Noël ?» Alors moi, j'étais fasciné. Dans le catalogue chez Eaton, il y avait une annonce. On annonçait un petit laboratoire de chimie à la maison. Alors là, je voulais m'amuser là-dedans. Et c'est ce que j'ai eu pour Noël. Et j'ai immédiatement commencé à composer ce qui ferait de la poudre à fusil. Et je l'ai testé, ça a sauté. Et là, mon imagination fertile a dit, moi, je vais jouer des tours avec ça. Alors, on arrive au vêpres devant l'ostensoir pour commencer à ostentiser notre Seigneur. J'ouvre l'ostensoir. Et j'avais mis de la poudre à fusil dans l'encens. C'est le vicaire qui bénissait l'encens. Et puis, après avoir béni l'encens, il prenait la cuillère et puis il versait l'encens sur les tisons ardents. Et lorsqu'il a versé la cuillère, pouf! L'ascensoir, la cuillère, les salles de couvert, tout a parti. Les enfants de chœur étaient dans le milieu du chemin. Puis l'abbé Édouard, bien sûr, était complètement en panique totale. Enfin, et c'est ça. Mais j'avais pas confié à personne mon secret. Jamais on a su qu'est-ce qui s'était produit. À la mort, je n'ai jamais pensé. Mais face à ces éventualités-là, la vie devient très simple pour toi au front. De quoi va dépendre ta survivance parce que tu veux vivre? Moi, j'ai un seul objectif dans ma tête, retourner chez moi. Maman, je peux pas te dire où je suis, je peux pas. Mais tout ce que je peux te dire pour te réconforter, c'est que nous avançons. Je peux pas t'en dire davantage. J'ai hâte de te revoir, de retourner à la maison. Maman, écoute, tu vas me revoir, sauf que ça pourrait m'arriver. Et si ça m'arrive, ben ne t'inquiète pas, t'auras un sein au ciel. Charlie, ton fils qui t'aime. À quoi t'accroches-tu? Je remarque tout à coup, autour de moi, mes hommes portent des crucifix dans le cou. Ils portent des médailles. Il y a un gars, un bonjour, qui dit à un autre, un gars qui était pas croyant, « Christ, tombe pas à l'eau, tu vas qu'à aller au fond avec des médailles. » Tu vas rester dans le fond de l'eau, t'as trop de médailles. Eh oui, où trouver le courage pour continuer à vivre? Alors les hommes s'accrochent à ce qu'ils peuvent, à Dieu, aux médailles, aux crucifix, aux images saintes, aux souvenirs des leurs, et surtout à l'amitié qu'ils découvrent sur le champ de bataille.
Après la Normandie, Charlie et la poignée d'hommes qui lui restent se dirigent vers la Belgique. À leur arrivée, 8 résistants belges s'offrent de se battre aux côtés des soldats canadiens. Le lieutenant Forbes leur fournit aussitôt des uniformes du régiment de Maisonneuve. La procédure n'est peut-être pas très catholique, mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Hein. Il me reste plus d'hommes. Il m'en reste à peu près une douzaine d'hommes. Puis ordinairement, mes effectifs, c'est 34 hommes. Hey, j'en ramasse 8, là. Il n'y en a plus de renfort qui vient du Canada en français. Puis ils connaissent le pays, les perles. Puis consacré. Mon lieutenant, il n'y a pas de taponnage, là. Après la Belgique, où il réussit pratiquement seul à faire 80 prisonniers allemands, le 5 octobre 1944, Charlie prend la route de la Hollande. Un mois plus tard, on lui confie la périlleuse mission d'établir une tête de pont sur l'île de Walcheren, afin d'y capturer les digues. À l'arrivée sur l'île, le peloton 18 de Charlie est accueilli par un barrage ennemi d'une extrême violence. Je suis rentré 500 mètres. Passé tout droit, 500 mètres dans l'île. Et je regarde. Le long de la digue, je vois arriver des hommes. Une colonne d'hommes. Avec des mitrailleuses, des fusils, des caisses sur le dos. Des Allemands. J'étais à 10 pieds quand j'ai tué le premier. Pow! Et pendant ce temps-là, la pagaille commence entre mes hommes qui sont sur la butte, et tout le monde tire. Alors c'est le fracas de la bataille et tout ça. Et tout tombe dans le silence complet. Il arrive un estafette qui est parti de la compagnie. Il reçoit un message pour dire « Retraitez, sortez de l'île ». Alors à 4 heures, il faut refaire le chemin, puis revenir en arrière. Et là, c'est un calvaire parce que les Allemands contrôlaient chaque côté. Ma mère a reçu un message le lendemain. Ça, on a le regret de vous informer que votre fils a été porté disparu. Elle allait, le mois de novembre, c'est le mois des morts. Elle allait à l'église à 4 heures au service. Là, les femmes ont dit, on a appris dans la radio que Charlie était porté disparu. Elle dit, il n'est pas mort, je le saurais. Ils vont le trouver. Je connais mon gars. Je suis revenu le soir avec un blessé sur mon dos. Mon bataillon était parti en vacances à Lierre. Il n'y avait personne. Ce sont les Hollandais qui m'ont ramassé puis qui m'ont emmené dans une ferme. Ce sont des femmes qui ont eu soin de moi et qui m'ont mis des bouteilles d'eau chaude autour du corps pour me réchauffer. Puis on fait venir un médecin qui m'a piqué. Mon bataillon était parti. J'aurais voulu voir des gars de mon bataillon. Je suis rentré, était 11h30, minuit, trempé. Je vais passer 30 heures dans l'eau. Nous étions des zombies, Alain. 6 mois au front, dans ce sort de front-là. Il n'y avait plus personne de ceux qui restaient qui étaient sciemment conscients de ce qui se passait. Un jour, je faisais une conférence avec les enfants du cégep ici à Saint-Onge. Une fille en avant me suivait de près et il ne manquait pas un mot de ma conférence. Et lorsque ça a été fini, elle m'a dit « Avez-vous tué? » J'ai dit « Oui. » Quel feeling que ça donne. J'étais complètement estomaqué. Je m'attendais jamais à cette question. Je suis venu... Gros.
On ne tue pas parce qu'on aime ça. On reste des êtres humains. Et tous les soldats ne sont pas des tueurs. Les soldats défendent leur pays. En septembre 1945, Charlie revient au Canada. Il n'a alors que 24 ans. Mais il a beaucoup mûri, beaucoup vécu. De retour à Québec, il retrouve son amoureuse Claire Laberge, à qui il avait promis le mariage avant de partir. La jeune femme est impatiente de lier sa vie à la sienne. Il va l'épouser sur le champ et le couple s'installe chez les parents de Charlie à Matane. Malheureusement, le jeune marié se rend vite compte que la guerre a laissé en lui de graves séquelles qui le minent. Quand je suis revenu de la guerre, moi, je me suis assis pendant un mois de temps à la maison. Maman disait, pourquoi tu sors pas? C'était pas... J'étais pris des... J'étais encore traumatisé par la guerre. Je retrouvais ma maison maternelle. Je retrouvais mon monde. Je trouvais Annette, Irma, les femmes qui m'ont élevé. Pour oublier ses déboires, Charlie se met à travailler comme un déchaîné à la scierie de son père. Pendant ce temps, Claire, sa jeune épouse, qui se sent isolée de ses proches à elle et délaissée par son mari, se désespère. Pour sauver le couple, Charlie décide de lui faire un enfant. Leur fille, Christine, va naître. Pendant un temps, le couple semble heureux. Mais ça ne dure pas. Charlie est repris de nouveau par ses démons. Et la petite famille finit par déménager à Québec, où il réintègre l'armée, cette armée qui est sa véritable famille. Alors, désormais, il est responsable des artificiers, une spécialité qui lui mérite un jour une étrange commande de la part de la Gendarmerie royale. Je pense que c'était en 1960-61. À cette époque-là, à l'époque des FLQ. Dans la nuit, à 3 heures du matin, je reçois un téléphone de la GRC me disant « Il y a une bombe sur les plaines d'Abraham présentement, plantée dans le mât du drapeau canadien, et nous avons besoin de quelqu'un pour désamorcer. » Au pied du mât des plaines d'Abraham où se trouvait la bombe, il y avait un carton sur lequel il était écrit « Vive le Québec libre ». On avait percé un trou dans le mât, c'était un gros mât en bois, et puis on avait enfoui de la dynamite. Il y avait 2 fils qui montaient dans le trou, et les 2 fils étaient connectés à un cadran avec les batteries flashlight au côté. Alors on a installé des câbles à terre près du poteau. Alors moi j'ai tiré sur les câbles, puis j'ai éloigné au cas où ça sauterait. Je suis à terre, j'ai tiré là-dessus, puis j'ai arraché le cadran. Alors là, j'ai commencé à gratter avec mes bâtons pour enlever la dynamite de façon à dégager le détonateur. Je creusais, plus je creusais, moins j'arrivais au détonateur. Alors le danger, c'était que tout en creusant comme ça, je toucherais au détonateur, puis à ce moment-là, la charge me sauterait d'en face. Ça a pris peut-être 25-30 minutes, j'ai pas mesuré le temps, pour que finalement, le bout du fil et le détonateur sortent. Que j'ai foutu au bout de mes bras. J'étais couvert de sueur. Jamais j'ai été stressé de ma vie comme ça. Et puis là, au quartier général, on m'a dit les ordres de la GRC sont « Vous ne devez pas, pour aucune considération, communiquer ce qui s'est passé cette nuit à personne. » Alors, je suis retourné chez moi, je me suis planté un bon verre de whisky dans le corps, j'ai dormi jusqu'à midi. pour soulager mon stress. Ma femme m'avait fait promettre de jamais retourner à la guerre. Tu peux pas demander à un pompier de pas aller au feu. J'ai essayé de lui expliquer, ça va être difficile quand la guerre de Corée arrive. Là, c'est la fièvre, la passion du guerrier. C'était en juin 1950. 5000 Canadiens vont partir pour la guerre de Corée. Puis là, les gars se disent, Charles, t'embarques, toi, là, tu lâches pas, lâche-nous pas. Il est temps.
Là, il faut que je dise ça à ma femme. J'ai décidé de ne pas lui parler. Puis le départ, ça va être brutal. Comme on casse, il n'y aura pas de zigounage autour de ça. Bon, je suis arrivé le soir avec mes bagages, je prenais l'avion pour Fort Lewis, Washington, comme chef des opérations là aussi. L'entraînement militaire des soldats pour la guerre. Elle m'avait arrivé avec mes bagages. Elle dit, sport. J'ai dit, tu reviens quand? J'ai dit, dans 2 ans. Alors, elle dit, j'avais préparé le souper. On s'est assis. Je m'en souviendrai, je n'oublierai pas. Manger des pork chops. Puis quelques minutes après, ça se frappe à la porte. Puis c'est mon chauffeur qui m'amène à l'aéroport. Je trouve le temps long, terriblement long. Et la guerre de Corée, c'est pas une guerre comme 39-45. C'est une guerre immobilisée au 38e parallèle. Et les Chinois renforcissent leur ligne. Il y a des attaques massives. Des millions d'hommes qui attaquent. On tire là-dedans comme on tire dans le bacon, tu sais. Dans la viande. Le sang dans la neige, partout. Ça n'a plus de sens. C'était le jour de Noël. Alors, j'avais réuni mes gars auprès de ma position de mortier. Et puis, on s'ennuyait. Tout était calme. C'était le silence complet. On a reçu un ordre de la brigade qu'on va fêter Noël au front. À minuit tapant. Ça va être l'enfer. Tout ce qu'il y a de fusils, de canons, de mortiers, de ci, de ça, va tirer. Le sergent Labonté est allé nous chercher une tasse de rhum. Et puis, les gars parlaient pas. C'était triste. Parce que Noël à la maison, c'est beau. Mais Noël au front, personne n'a envie. On a envie de pleurer. Là, à un moment donné, on a entendu le signal, les horloges, les montres étaient synchronisées à minuit tapant. C'est l'enfer. Les canons 75, les canons de 121, les canons de 105, les canons de 155, les chars d'assaut, les mitrailleuses, les positions. Tout le monde tire. C'était un raccord épouvantable. Alors, on avait du plaisir, puis on est retourné à notre feu, puis on a repris une autre rosade de rhum. Tout d'un coup, on entend de la musique symphonique aux saintes nuits. Holy night. Puis ça augmente, le volume. Puis ça vient des lignes chinoises. Ils ont mis là, des haut-parleurs qui devaient avoir pas moins que 6 à 8 pieds de diamètre. Les amplificateurs, au lieu de tirer du fusil, ils nous ont joué aux saintes nuits. Pas des farces, ça. Ça, c'est de l'astuce chinoise. C'était subtil, tu sais. En juillet 1951, je suis au front et je reçois un message. Capitaine, vous avez un fils. Votre femme a mis un fils au monde. Ma vie a changé au front. Un fils. Et là, je compare l'espoir de prendre mon fils dans mes bras et ce qu'il me reste de temps à faire sur le front. Je suis revenu au pays 11 mois plus tard pour prendre mon fils dans mes bras. Non. Je suis revenu, puis j'avais plus de correspondance, perdu contact avec mon épouse. Alors donc, j'ai décidé que j'allais essayer de ramasser les morceaux. Je n'ai pas trouvé de meilleure façon de ramasser les morceaux que de faire un autre enfant. Et j'ai eu un autre garçon, Martin. Mais le mariage n'a pas duré. Bon, finalement, on s'est séparés.
Puis là-dessus, ben, j'ai ma fille, Christine, qui elle est allée aux Beaux-Arts. Elle était artiste, dans une portraitiste excellente. À 22 ans, 24 ans, on découvre la schizophrénie. À 44 ans, elle se suicide. Christine et moi, on s'affectionnait beaucoup. On était très, très unis. Jusqu'à qu'un jour, elle m'appelle pour me dire « Comment veux-tu aimer les autres quand on s'aime pas soi-même? » Et le lendemain matin, on l'a trouvée dans la rue, en bas de la maison d'Emmaüs. Et ça m'a pris du temps à digérer sa décision. Alors parfois, je suis hanté par ça. Et puis, bien sûr que ma vie n'a pas été, comme on dit en anglais, un lit de rose. Non. On n'a pas 3 mariages sans difficulté. Il y a eu des souffrances, beaucoup. Les nombreuses explosions et les tirs de mortier auxquels il a dû faire face finissent par réduire son ouïe à 80%. Ses sauts en parachute lui laissent des lésions aux jambes et à la colonne. Et pour compliquer le tout, il souffre d'arythmie cardiaque qui l'oblige à vivre avec un stimulateur. Toutes ces difficultés physiques forcent Charlie à quitter l'armée de manière définitive. Alors pour gagner sa vie, qu'il partage avec Nicole, sa 3e femme, il vend des placements. Et pour stimuler son moral, Charlie se met à écrire, à donner des conférences, à jouer du violon, à sculpter et à peindre. C'était un rêve qui était le jour où je ferais de la peinture. Et ce que j'aimais de la peinture, c'est que pour être capable de peindre, ça prenait un degré de concentration énorme. C'est pas quelque chose que tu fais au hasard. C'est quelque chose que tu fais avec ton cœur et avec ton esprit. Ce que ton imagination voit. Mais ça m'a apporté la paix. Le premier tableau que j'ai peint, c'était un tableau de guerre. Et je dois dire que quand j'ai peint le tableau de guerre, j'ai dû me concentrer terriblement pour refaire la scène, refaire la composition, après ça, plonger. Et à ce moment-là, j'ai revécu dans mon tableau tous les moments, les moments critiques, les moments tenses de stress du combat. C'est comme si c'était un film qui se déroulait devant mes yeux. C'était un dessin, c'était des images que je faisais, mais j'en ressentais les émotions dans le moindre des détails. La récompense, moi, c'est mes hommes qui me la rendent aujourd'hui. Ils m'ont appelé en 1995 pour me dire « Charlie, on veut que tu deviennes le parrain de notre filiale de vétérans. » Ça, c'est des Maoris, ça, c'est des Écossais comme moi. Ça vient de ma tante, ça. Mon amour. Je suis moins dangereux que j'étais. Vous êtes un grand homme. Vous êtes un grand homme. Non. Ici, c'est mon monde. Hein? Et quand je t'expliquais, Alain, que cette fraternité d'anciens combattants, on se regarde, on se comprend. C'est unique au monde. Cette belle fraternité que les militaires connaissent bien, Charlie a toujours su la retrouver. Mais sa conscience est restée dominée par un douloureux sentiment de culpabilité. Alors pour tenter de s'en délivrer, il rêve d'un face-à-face avec un soldat ennemi sur qui il aurait probablement tiré
mais qu'il n'a pas tué. Il place sa requête dans un journal en Allemagne où il fait savoir qu'il souhaiterait ardemment retrouver un soldat, de préférence un SS, s'il vous plaît, qui aurait combattu en Normandie. Son annonce porte fruit. Elle lui permet de rencontrer un ancien combattant SS, un redoutable guerrier qui faisait pas dans la dentelle. C'est le lieutenant Karl Walter Baker. À l'année suivante, 1996, je reçois sa visite. Il a passé 15 jours avec moi ici. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que nous avons conversé, nous avons parlé de la guerre. Il me dit, « Mais Charles, Saint-André. » J'ai dit, « Bien sûr que je connais Saint-André. Vous l'avez pris, vous nous l'avez repris 2 fois. La 3e fois, on vous l'a repris, puis on ne l'a jamais perdu. J'ai peut-être tiré sur toi, Charles. Mais j'ai peut-être tiré sur toi aussi, Karl. » Il dit, nous devons remercier le Seigneur d'être de très mauvais tireurs. C'était, pour moi, vous savez, on disait, les Allemands sont cool. C'est le flegme, on parle du flegme britannique. Il faut connaître les Allemands, hein? Et je corresponds encore. Karl est mort l'année dernière, décédé. Je corresponds avec Katharina, son épouse. Rommel disait que le soldat sur le champ de bataille a un 6e sens. Puis c'est vrai, je l'ai vécu. Un soldat sur le champ de bataille vit une nouvelle vie parce qu'il vit dans le danger constant. Donc, il est comme un animal en forêt, qui est nerveux, il entend son ouïe, ses yeux, tout marche, tout fonctionne, il observe tout, il est tout courant de tout, il voit tout, il surveille tout pour se protéger. Alors, je suis devenu un peu comme ça présentement, je me sens fragile. Donc, j'essaie de faire attention, chose qui m'a jamais préoccupé. À mon âge, avec la mémoire, je vide mes souvenirs de guerre. Je fais des cauchemars. J'ai été traumatisé par la guerre. Je vois des enfants partir. Je vois des couples se séparer pour aller faire la guerre. Des couples qui s'aiment. Mon père est mort à 100 ans. J'ai 88. Je voudrais battre mon père. C'est pas facile. C'est pas facile, parce qu'il était tough, hein? Et puis, je commence à sentir que la vieillesse s'empare de moi. Plus tard, beaucoup plus tard, dans un dictionnaire, ils vont parler de Charlie Forbes. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi plus tard? Ça, c'est fort. C'est très fort comme question. Un soldat. Charlie Forbes était un soldat consacré à sa vie. C'est tout. Charlie mérite le suprême compliment que l'on puisse adresser à un homme. Sa vie fut nécessaire. Charlie, tu as été un homme pas ordinaire. Pour moi, tu as été entre amis et frères. On ne parlait pas toujours de guerre et de misère, ni de tes médailles, dont pourtant tu pouvais être fier. On parlait de ce que tu aimais, de la vie, de tes enfants, de tes compagnons d'armes, de lecture, de peinture, de sculpture, de musique, des femmes aussi. Et on parlait surtout de ta mère. T'as beaucoup vu, beaucoup vécu, mon cher Charlie. T'as failli périr à 1000 reprises. Sur ta longue route, tu as rencontré l'horreur et l'amitié.
revenu du territoire des morts, réchappé de l'inhumain, poussé par la force de ton destin, tu es devenu un survivant et un héros. Un grand héros, méconnu chez toi, mais vénéré ailleurs. Dans l'histoire d'un vainqueur, il n'y a pas que des distinctions et des honneurs. Il y a aussi des cauchemars, des doutes et beaucoup de pleurs. Mais il y a surtout, un amour immense dans le cœur. Adieu, Charles. Je peux partir maintenant. Attends un peu. Oui.